Action! Appuie autant que t'es con, toujours tout donner. Moi, ce qui me fascine chez Léna, c'est son humilité et ses valeurs humaines. Et c'est une belle athlète avec des capacités physiques assez exceptionnelles. Mais surtout, c'est une belle âme. En route, Simone! On se retrouve aujourd'hui en Savoie, on va à la rencontre de Léna Géraud qui va nous refaire un petit peu son parcours sportif et qui va nous expliquer son projet d'équipe avec le Beria Vitoria Team. Léna Géraud, j'ai 27 ans, originaire de Briançon dans les Hautes-Alpes. Et puis maintenant, je vis en Savoie, du côté de Presles, entre Chambéry et Grenoble. Je suis née à Briançon dans les Hautes-Alpes, au pied des pistes de ski. Donc principalement par le ski, j'ai commencé. Et puis après, forcément, saison estivale, on va quand même dans les chemins. Et j'ai commencé le VTT tout bêtement en suivant mon père et mon frère. Mon frère qui a intégré en premier le club de vélo local. Et puis j'ai suivi dans la foulée, on a 4 ans de différence. Tu faisais de la compétition déjà en ski? En ski de piste, ouais, un petit peu dès que j'ai été vraiment petite. Et puis après, j'ai très vite arrêté. Je préférais le ski en général, aller faire de la poudreuse et autres et m'amuser entre amis. T'as des jeunes qui aiment être performants sur le vélo sans faire de compétition. Ouais. Moi, j'aime savoir très bien faire du ski, m'amuser, mais sans aller faire du slalom et encore du slalom. C'est marrant parce que quelque part... T'as pas forcément accroché avec la compétition en ski. Par contre, en vélo, si on est là pour discuter aujourd'hui, c'est quand même que tu fais beaucoup de compétitions. Donc le vélo, du coup, t'as commencé à quel âge? Comme on dit, tout le monde a commencé très jeune, finalement. Après, en club de vélo, j'ai attaqué pupille, donc ça doit faire dans les 8 ans, je pense. Ouais, c'est à peu près ça, je crois, ouais. Donc à partir de 10-12 ans, vraiment, on va dire que j'ai commencé à faire des compétitions. Ok. Par les Gambetta, puis par les TRJV, les 2 saisons se mélangeaient. Les Gambetta étant plus orientés vraiment cross-country, on n'avait que des manches de cross-country. Puis les TRJV, comme assez de monde connaît quand même, avec une manche, enfin dans le sud c'était toujours un cross-country au moins dans la journée et une épreuve de spécialité, donc orientation, trial ou descente. Tu fais partie de ces nombreux pilotes produits, soit du TDJV, Trophée départemental du jeune vététiste, soit TRJV, Trophée régional du jeune vététiste. Et puis TFJV après. Et TFJV, voilà, 6 sélections, Trophée de France que tu as fait du coup? Que j'ai fait dans toutes les catégories. Ça, c'était un peu la fête du vélo. C'est ça, c'était vraiment... Après, voilà, j'ai adhéré à la compétition en vélo parce que finalement, c'était pas l'esprit pure compétition où tu te bats contre toi-même, c'était aussi tout cet esprit être avec des amis finalement. Tu obtiens un premier titre de championne de France en 2016, mais c'est pas en VTT. Non, non, et puis assez tardivement finalement, parce que des championnats de France, j'en ai couru à partir de cadette. Ouais. Mon premier titre de championne de France, je l'ai sur mon année Espoir 3, et je l'ai sur route finalement. Voilà, sur route, donc championne de France Espoir route en 2016. C'est ça. Donc là, on parlait de VTT juste avant. Quelle relation tu entretiens avec la discipline de la route? La route, j'ai commencé comme tout le monde à en faire pour l'entraînement. C'est le VTT qui t'a amené à la route? Ouais, de junior, moi je me suis mis à faire de la route. J'avais pas de vélo de route avant mes années junior. D'accord. Et en fait, à partir de junior, là je me suis intéressée à la compétition. Je pense cette bascule, c'est vers mes 16 ans où je me suis dit la compétition m'intéresse. C'est pas que des week-ends entre amis, j'aime la compétition. Et du coup, pour t'entraîner, quand même arriver sur les Coupes de France, c'était mois de mars, c'était Saint-Raphaël à l'époque qui faisait l'ouverture. Oui. Et dès que tu habites Briançon, au mois de mars, les chemins, ça roule pas. Non, ça roule pas concrètement. Donc forcément, un peu obligé d'aller faire de la route quand même. Et du coup, première approche de la route via les entraînements. Et sur mes années juniors, j'ai quand même couru les championnats de France de route à chaque fois, par découverte. Et après, j'ai vraiment découvert la route dès que je suis arrivée ici à Chambéry finalement pour mes études sur le Bourget du Lac et que j'ai intégré le club de Chambéry Cyclisme Compétition. D'accord. Et du coup, là, j'ai découvert la route sous son aspect que j'aime bien et que j'apprécie et que je pense retourner faire un jour
post-VTT plus approfondi, on va dire, où tu es vraiment dans un esprit d'équipe. En VTT, on est en équipe, mais c'est quand même un sport individuel. Oui, le jour de la course, on est seul sur son vélo, il n'y a pas tellement de... Alors que là, j'ai redécouvert avec la route l'esprit finalement qu'on avait dès qu'on était plus jeune, à être en bande, on va dire, à aller rouler ensemble et où il faut s'entraider en course. Tu mènes un double projet route VTT ou aujourd'hui tu es vraiment une spécialiste du VTT et la route ça reste l'entraînement? Non, depuis 2020 je me suis vraiment spécialisée VTT parce que avec les exigences de courir en élite, les nombreuses courses qu'on a, mélanger les deux c'est compliqué. Je reviens un peu sur les années, donc 2016, championne de France de route, donc tu es arrivé déjà à un certain niveau. L'année d'après, 2017, tu arrives dans l'équipe BH, qui était si ce n'est la plus grosse équipe française. Et il me semble qu'après, alors je ne sais pas si c'est pendant cette saison ou juste après, ça a été un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce qui s'est passé à partir de cette période-là? Ouais. Du coup, en 2016, je suis championne de France sur route. Et là, il y a deux portes qui s'ouvrent à moi. C'est soit je vais courir sur route, mais voilà, clairement, les propositions que j'ai, c'est t'arrêtes le VTT et tu fais que de la route. Et en même temps, en VTT, j'avais quand même pas mal marché sur les Coupes du Monde Espoir. Je tournais autour du top 5. Et du coup, j'avais aussi une proposition de chez BH. Et moi, je viens quand même à la base du VTT. C'est mon sport à la base. Et du coup, j'avais pas envie d'arrêter le VTT. Du coup, j'ai pris la proposition de BH de pouvoir continuer à courir en VTT et au meilleur niveau. Je me suis dit, t'as encore une année espoir, t'as encore le temps d'apprendre et de voir et puis de retourner sur route plus tard parce que finalement, la route, c'est encore plus un sport de maturité, je pense, que le VTT où t'as besoin de punch et de jeunesse. Donc, je suis allée chez BH une année en 2017. Ça a été une très belle année. Après, j'ai eu des soucis de santé. Du coup, on va dire que j'ai fait une première belle partie de saison jusqu'au mois de mai et après, juillet et août ont été bien plus compliqués. J'ai été blessée et du coup après j'ai eu 2 ans et demi même, on va dire de 2017 jusqu'à 2019 où je savais pas trop ce que j'avais, ça a été long à soigner et du coup on va dire un petit creux de 2 ans et demi jusqu'à l'année. Ça fait déjà un gros creux à ce niveau-là, dans des années qui sont assez charnières. Puis finalement moi après je passais élite, mes 2 premières années élite 2018-2019 et je finissais aussi mes études et puis du coup t'as ce moment-là un peu charnière où tu sais, t'hésites entre finalement j'avais pas un statut professionnel dans le monde du vélo à ce moment-là. Oui, t'étais juste à cette limite où tu cours à haut niveau mais t'as pas un contrat pro, non, tu vis pas de ça. Tu ne vis pas de ça, non, concrètement non. Moi je vis de ça depuis pas tant longtemps. Voilà, alors aujourd'hui c'est ton cas. Ouais. Ça fait combien de temps que tu... 3 ans. Ça fait 3 ans donc que tu peux t'investir pleinement dans ton sport. Allez. Je pense que ses points forts, je pense que c'est vraiment une compétitrice. Donc, pour moi, c'est en haut de la liste, ça. Ils sont pas tous au même niveau, j'ai l'impression. Ceux qui font de la race, c'est respectable, il n'y a pas de souci, mais voilà, elle va vraiment aller jusqu'au bout. Je pense qu'elle se connaît très bien physiquement. Donc au niveau gestion d'efforts, ça aussi c'est quand même un gros dos sur les parcours de cross où quand tu as 1 heure, 1 heure et demie à faire, c'est des durées un peu bâtardes quoi. T'es pas sur 3 heures, t'es pas sur 40 minutes au photomètre, donc c'est intense mais intense long. Ouais, et puis donc voilà, moi j'aime bien ce côté passionné et qui va vraiment au bout. 2020, tu crées la surprise, il me semble, en devenant championne de France XCO, donc tu viens détrôner les habituels entre guillemets, Loana, PFP, etc. Et tu es aussi championne de France marathon la même année, pour la 2e année consécutive. Donc tu es vite revenu au niveau et puis tu es revenu direct au sommet, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu pour ça aussi que j'ai persisté, on va dire, parce que en 2017, je me blesse, je sais pas ce que j'ai pendant 2 ans et demi. Mais voilà, on savait que j'avais quand même des capacités en 2017. 2016, j'ai eu mon titre, voilà, c'était pas non plus, on va dire, un total hasard. Et en fait, finalement, le Covid m'a servi. Parce que, 2018-2019, j'ai continué à courir. Et c'est un peu le défaut du sportif, on ne veut jamais vraiment s'arrêter.
Donc je savais que j'avais quelque chose, j'arrivais pas à savoir quoi et je continuais, mais en étant pas bien et en étant loin. Et puis le Covid t'oblige à t'arrêter finalement et ton corps se régénère complètement parce que c'était pas que 2 mois d'arrêt qu'il fallait, c'était plus. Et du coup, le Covid m'a permis de m'arrêter à un bon moment et de me repréparer. Et puis, tout le monde avoir le même niveau de préparation aussi, parce que ça a arrêté tout le monde dans sa préparation. Elle lâche rien. Qu'il fasse moins 10, elle va aller s'entraîner. Qu'il pleuve, elle ira quand même. Elle a un objectif dans la tête, elle va l'atteindre. Elle va pas s'arrêter, quoi. Ouais. C'est un peu un bulldozer, je veux dire. Nettoyer tout pour arriver. Oui. Pas foncer en mode faire n'importe quoi, mais tout mettre en place pour arriver là où elle veut. En 2022, c'était clairement l'objectif, c'était d'être régulière et de faire une saison aussi complète. C'était la première année où je faisais toutes les manches de Coupe du Monde, donc saison ultra longue. En plus, on est parti du mois de février, les courses de préparation en Espagne, jusqu'en octobre quasiment pour finir au Roc d'Azur. Et sachant qu'il y avait 9 manches de Coupe du Monde, plus les championnats du monde, plus les championnats de France et d'Europe l'an dernier, donc beaucoup de courses internationales. Et ça partait, le premier objectif, finalement, c'était au Brésil, mi-avril, jusque fin août, début septembre, avec Val d'Isole même, qui était le premier week-end de septembre. Donc voilà, une grosse amplitude au niveau des mois. Et ouais, moi, c'était l'objectif, c'était d'être régulière sur toute la saison l'an dernier. Et de pouvoir tout courir parce que ça engendre aussi beaucoup de fatigue. Oui. Loana et Pauline l'ont prouvé, elles ont coupé, elles n'ont pas du tout couru toutes les manches. Moi, j'avais envie de découvrir, de voir comment mon corps réagissait aussi à courir l'ensemble des Coupes du Monde. Et ça permet de faire des choix après, plus tard dans la carrière, à peut-être faire les mêmes choix que Pauline et Loana et pas tout courir. Mais au moins, voilà, je sais comment je réagis. Sachant qu'en plus, sur un week-end de Coupe du Monde, on dit on court un week-end de Coupe du Monde, mais en réalité, avec le XCC, c'est bien plus impactant que ça pour le corps parce qu'un XCC c'est 20 minutes, mais c'est pas 20 minutes de course, c'est bien plus intense. Donc c'est 1,5 voire 2 jours de course en vrai un week-end de Coupe du Monde. Donc voilà, ça m'a permis de me découvrir et ouais, c'était la régularité, chercher entre 15 et 10e mondial. Essayer de faire un petit plus, moi j'aurais aimé que ce soit sur les mondiaux à la maison, malheureusement ça a été ma moins bonne course finalement. Ça arrive. Voilà, c'est ça, je vous ressens. Mais du coup, globalement, une belle saison, une saison qui coche cet objectif de régularité. Dans la globalité, contente de ma saison 2022. En 2023, tu es donc dans l'équipe Beria Vittoria Team, qui est l'évolution d'une équipe que tu as montée avec Jérôme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Comment en fait vous en êtes arrivé à monter votre propre équipe? Ouais, alors c'est pas vraiment monter moi je m'en occupe pas. Voilà, c'est. Toi tu gardes que la casquette pilote, moi. Pilote. Ouais, je ne fais absolument rien à part être pilote. Après c'est vrai que voilà, on vit ensemble avec Jérôme et l'équipe s'est montée au début avec KTM du coup. C'était suite à mes 2 années au VCA Angos. Où je roulais déjà sur KTM et justement j'avais envie d'aller faire toutes les manches de Coupe du Monde, de passer encore un cran au niveau professionnel. J'ai passé 2 très bonnes années au VCA, mais voilà, ça restait un club avec les moyens qu'un club peut avoir, notamment au niveau humain, où dès que tu vas faire toutes les Coupes du Monde qui partent du Brésil, qui vont aux États-Unis ou au Canada, tu as besoin de personnes parce que nous on est en tant que pilote, mais si tu n'as pas de staff derrière, tu fais rien. Donc voilà, un besoin de trouver une structure professionnelle où les gens sont dédiés à 100% pour ça, n'ont pas de travail. Enfin, leur travail, c'est l'équipe, quoi. On était déjà ensemble avec Jérôme et il vient du monde du vélo aussi, il connaît pas mal de monde et c'est de là qu'a germé l'idée. Parce qu'aussi une envie de changement de son côté, de faire autre chose, de découvrir autre chose dans le monde du cycle. C'est un avantage de cohabiter à la fois dans la vie perso et du coup dans le modèle pilote-manager, être au sein de la même équipe. C'est un petit peu atypique. C'est atypique. Après, faut savoir, je pense, séparer les choses entre la vie pro et la vie perso. C'est pour ça que moi, je te dis, j'ai rien à voir avec les filles. Enfin, rien à voir. Si, je suis pilote et voilà. Mais je veux dire, moi, je m'occupe pas du tout de savoir ce qui se passe avec les sponsors ou autres. Je veux dire, Jérôme, dès que je lui parle de l'équipe, c'est comme si j'appelais un autre manager et dès que ça me plaît pas, ça me plaît pas.
Et voilà, on a des horaires où on en parle et puis après il y a la vie perso. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc vous segmentez un petit peu pour pas tout mélanger. Après, oui, je pense que tu te mords vite la queue comme un serpent et tu te lasses vite et puis tu te prends vite la tête. On est tous les deux fans de vélo et donc du coup il y a des moments où on prend du temps pour nous pour faire du vélo sans que ce soit un entraînement ou que ce soit un test ou un développement. Juste aller rouler et se faire plaisir. Voilà, juste vous partager un moment de vélo. Je m'appelle Jérôme de Ricbourg, je suis le team manager de l'équipe Beria Vitoria Factory Team. J'ai 40 ans. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ton parcours dans le vélo, ton parcours professionnel dans le vélo? Que dans le vélo, en fait j'ai commencé par faire du service après-vente chez Commensal. Et après, au bout de 5 ans chez Commensal, j'ai décidé de voir un peu ailleurs comment ça se passait. Et du coup je suis parti un peu au Népal pour former des mécaniciens et passer un peu de temps là-bas. Dans le vélo? Dans le vélo, oui. Ah ouais, d'accord. Et après je suis revenu en France. J'ai travaillé un peu à l'UCPA, pareil, toujours dans la mécanique vélo. Ensuite, je connaissais bien, entre-temps j'ai fait des petits boulots, un peu comme tout le monde, quoi. Et j'ai rencontré Stéphane Guillaume qui travaillait pour Marzocchi à l'époque. Et quand je suis rentré en France, j'ai vu qu'il y avait une annonce chez Suntour et c'était lui qui dirigeait Suntour. Du coup, je l'ai contacté et il m'a embauché. Au début, je pensais, je vais sur Suntour, on va voir. Au final, j'y suis resté 5 ans aussi. D'accord. Donc la marque de suspension SR Suntour, qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui est très impliquée en compétition. Et qui est surtout une des plus grosses marques du monde. Ouais. En termes de volume de vente, tout ouais. équipementier confondu, parce qu'ils sont énormes en fait. Et du coup, pendant que j'étais sur Suntour, j'ai pu faire du service après-vente et beaucoup de support course. Me déplacer sur les Coupes de France, les Coupes du Monde, connaître l'univers du cross-country, et du coup je me suis fait aspirer là-dedans. Ok. Et quand l'occasion s'en est présentée de vraiment faire ça à 100%, j'y suis allé. Tu roules toi en VTT? Ah oui. D'accord. Oui. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu... Je suis plus enduro, Gravity, ce que j'aime bien, mais oui je roule. Là pour l'instant je viens juste de recevoir mon vélo de route, donc du coup je vais me reprendre à la route, ça fait 2 ans que je n'en ai pas fait, ça va être cool aussi. Mais oui, j'adore le vélo sous tous ces aspects. D'accord. Aller faire de la DH ou aller faire de l'enduro ou du cross ou même du trial, il n'y a pas de souci. Ok. Ah ouais, donc tu es vraiment pratiquant, passionné et multitâche. Enfin, je veux dire, pas multitâche, mais tu n'es pas focalisé sur une discipline. Non. Pas que sur d'heures dans le garage, j'adore ça. Même aller creuser les chemins, avant je faisais beaucoup, maintenant moins de temps, mais tous les aspects du vélo sont cool. C'est un casque, mais... Regarde. Partir de là. Oui. Pourquoi? Ah bah oui. Quentin Derbier, moi je suis moniteur VTT depuis une bonne dizaine d'années. Et donc j'interviens du coup en tant qu'encadrant pour tout niveau, du club de VTT loisirs, vers les pilotes plus confirmés du coup pour des séances plus techniques. Et carrément la compète, passionné depuis toujours clairement. Et j'ai fait une vingtaine d'années de compétition, en gros 10 ans de descente et presque 10 ans de forecross. Donc le forecross à niveau mondial. La descente ça a été bon niveau national et puis après j'ai plutôt switché vers le forecross. Mais oui, à bloc dans la compète depuis toujours. Le sport globalement de compétition j'aime bien. Déjà j'ai jamais autant roulé au cross que depuis 2 ans. Et du fait du travail qu'on fait avec Jérôme depuis 2 ans. Et c'est lui qui m'a contacté il y a pas l'hiver dernier, le précédent, pour me parler de son projet de team. Et avec Jérôme, on s'était connus un petit peu avant. Il bossait pour une marque de suspension avec laquelle j'étais partenaire. Et on se croisait de temps en temps sans vraiment se connaître plus que ça. Et son projet de team arrivant, il m'a contacté pour voir si j'étais intéressé pour leur donner un coup de main sur l'aspect technique sur les courses. Et puis cette année, l'idée c'est d'être un peu plus... élargir un petit peu le travail au niveau de la performance, donc filer un coup de main sur le réglage des vélos. Quand ils en ont besoin, il peut y avoir des retours aussi sur les entraînements, un peu la structure qu'ils ont pour faire en sorte que les objectifs des pilotes soient alignés avec ceux du team, quoi. En fait, il y a des pilotes qui, de par leur expérience, qui savent plus facilement traduire leur ressenti et globalement, un réglage de vélo, ça va assez vite. Mise sur tes mouvements surtout. Là, t'arrives vite. La preuve, il y a un pneu. Prends le virage entre...
prends le virage entre le pneu et la planche. Et il faut que tu enquilles dessus. Ok. T'es mal rentré, t'es bien sorti. T'es bien sorti. Ah ouais? T'es bien sorti. T'es vraiment mal rentré par contre. Et quand tu travailles avec un pilote, une pilote comme Léna, qui est au niveau mondial, on faisait une séance technique tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui apporter? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à amener? Est-ce qu'on va peaufiner du détail? C'est quoi un peu les séances, Léna, on était plus, je pense qu'on était plus dans peaufiner l'année dernière, où finalement on s'est vu, mais peut-être pas autant qu'on l'aurait vu pour des séances individuelles. Là, on s'y prend plus à l'avance et on est un peu plus dans essayer de mettre en place des choses, donc essayer de changer un peu des bases qui pourraient être améliorables, mais ça prend forcément plus de temps. Donc du coup, j'ai le sentiment qu'on est plus dans repartir sur certaines bases plus saines. C'est une démarche qu'on retrouve pas forcément dans toutes les équipes, d'avoir quelqu'un qui est là pour tout ce qui est terrain, à la fois la mise au point du matériel et l'aspect pilotage. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est quelque chose qui manque dans le cross-country? Ouais, je dirais que ça manque. Je pense que ça dépend beaucoup des pilotes en fait, et beaucoup aussi de la structure. Mais ouais, ça manque sûrement un petit peu, ouais, dans ce milieu-là. Et donc toi qui suis du coup Léna maintenant depuis quelques années, quels sont ses points forts? Qu'est-ce qui fait qu'elle, sur quoi elle a des atouts? Comment elle peut se démarquer sur les courses? Eh ben, je pense que déjà d'être un petit gabarit, ça peut être un point fort pour un peu se faufiler et voilà, être plus réactif. Après, techniquement, il y a deux, trois doses ouais, où elle peut progresser la mobilité globalement, quoi. Ce qui est souvent le cas des petits formats en morphologie. Forcément, quand tu bouges moins sur le vélo, quand ça part un peu en cacahuète, bah, c'est le mouvement globalement qui te sort un peu des situations un peu merdiques. Donc du coup, ouais, cette mobilité, donc on essaye de bosser dessus. Vraiment, tu grandisses les mouvements, hein. Faut exagérer à fond. Le premier et deuxième, ça va, et quatrième, faut vraiment y aller. Les épaules bien derrière sur le dernier. C'est mieux. Donc sur tes bunny up jusqu'à présent, tu étais de roues. Le manual, c'est la première phase du bunny up décomposé. Tu es bien sur les manuals au niveau posture. Ah ouais, dernier, ça je ne sais pas. Ouais, mais c'est plus dur. Il est en descente et il y a un creux. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir ce petit, même si c'est pas très prononcé au début, ce petit 1, 2. Okay. Petit format tonique, voilà, un peu énervé là. Moi j'aime bien ça. J'aime bien, et voilà. Après, voilà, techniquement, il y a reposer 2-3 trucs pour vraiment faire que la mobilité, la faire progresser, pour que ça puisse lui permettre de, un, gagner en vitesse, et deux, quand ça part en cacahuète, se sortir des situations un peu galères. On se prend pas pour ce qu'on n'est pas, en tout cas, et ça n'empêche pas de faire les choses, essayer de faire les choses sérieusement. Mais ouais, c'est la base du truc, en tout cas pour moi, mais de manière générale dans le taf, c'est être un minimum aligné avec les gens avec lesquels tu bosses, sinon tu fais rien, quoi. Ouais. La race, ça te ramène à la réalité, hein. C'est un révélateur, quoi, je veux dire. Tu peux plus, ou alors c'est que tu fais pas tes courses à fond, si c'est pas quelque chose qui te révèle vraiment comme t'es. Tu fais partie de l'Armée des champions. Qu'est-ce que c'est? Alors l'Armée des champions, en fait, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État. Et en fait, moi j'ai un contrat de 2 ans, donc à échéance à Paris 2024. Et je suis rattachée à l'armée. Donc je suis une militaire détachée à faire mon sport pendant 2 ans. Donc voilà, c'est ça c'est pareil, c'est un gros plus qui m'a été apporté cette année. J'y suis depuis novembre 2022 jusqu'à novembre 2024, et ça permet de préparer sereinement une échéance comme les Jeux, quoi. Je suis salariée de l'armée, je suis soldat. Et voilà, ça te permet une stabilité sociale. Nous, dans le VTT, on n'est pas salarié. Il n'y a aucun pilote qui est salarié. On est juste prestataire de service pour des marques, pour des teams. Tu as des médaillés olympiques. Beaucoup de médaillés olympiques en font partie finalement de l'Armée des champions. Même s'ils ne portent pas tout le temps le logo. Un Martin Fourcade, par exemple, dans le coin c'est connu, voilà, en biathlon. Et il en a toujours fait partie aussi. Donc ouais, c'est vraiment, on va dire, un peu un double
un double statut. Voilà, ça te permet d'avoir un statut social, mais ça te permet aussi d'avoir une famille derrière toi qui te soutient. Donc ouais, voilà, j'ai envie d'être performante, mais en restant quand même raisonnable et en ayant des moments où tu sais que voilà, c'est le temps de souffler. T'es pas prête à tout, quoi. Ouais, c'est un peu voilà, le message. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis prête à tout sur des périodes, mais voilà, pas en continu et parce que j'ai envie de durer dans le temps. J'ai pas envie que ce soit éphémère, que ce soit juste. Bah voilà, j'arrive à me qualifier au jeu et puis après derrière il n'y a plus rien. Voilà, le vélo ça reste un plaisir et j'ai pas envie de m'en dégoûter. Donc ouais non, c'est un équilibre à trouver. Et tu penses que tu vas continuer à faire du vélo toute ta vie? Est-ce qu'il y a d'autres sports qui... Du vélo toute ma vie, ouais, c'est sûr, ça, parce que j'adore vraiment ça, alors sous différentes formes. Hein. Je dis pas du cross-country à vie, mais oui, continuer à me balader en vélo, parce que j'aime être dehors, c'est avant tout un loisir et un plaisir. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'en dégoûter non plus. Hein. C'est quelqu'un qui incarne des très belles valeurs humaines au-delà du potentiel physique qu'elle prouve sur les courses et elle a une très belle ouverture relationnelle et surtout moi je la connais maintenant depuis plus de 10 ans et l'humilité qu'elle a et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort chez elle et qui fait d'elle aussi une très belle athlète.